Nous avons été tolérants, jusqu'à l'excès de critique. Mais il y a une limite à tout. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être critiqués, de laisser l'ordre juridique être bafoué. Les yeux du monde nous regardent. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. De toute façon, c'est pas grave puisque les spectateurs ne nous regardent pas. Et effectivement, chers auditeurs, vous ne nous regardez pas, mais vous êtes bel et bien en train d'écouter Sportivement Vôtre. Et on se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode sur les Jeux de Mexico 1968 et le massacre de Tlatelolco. Dans la première partie, nous avions posé le contexte politique mexicain dans les années 60, avec un parti unique, le PRI, au pouvoir depuis 3 décennies, qui agit de manière tyrannique. On avait vu que cela ne plaisait pas à plusieurs groupes de la population mexicaine, les travailleurs, les partisans de gauche et surtout les étudiants. Au courant de l'année 1968, il y a de plus en plus de manifestations et le gouvernement réprime de plus en plus les manifestants. Vous l'avez entendu par vous-même en introduction, le président Gustavo Díaz Ordaz est prêt à tout pour en finir. Il y a une limite à tout. Dans cette seconde partie, on va donc parler de l'événement dramatique qui suit cette escalade de la violence, le massacre de Tlatelolco, puis nous reviendrons sur ses conséquences et surtout sur ses liens avec les JO de Mexico, étant donné qu'on est quand même un podcast de sport à la base. On se retrouve donc le 2 octobre au soir, date à laquelle le Conseil national de grève organise encore un rassemblement dans le quartier de Tlatelolco, sur la place des Trois Cultures, qui est une place mythique où Hernán Cortés avait mis fin à la résistance aztèque en 1521. On aura quand même réussi à parler des Aztèques. Le meeting, il est pacifique, le but c'est juste de faire passer un message aux étudiants, aux autorités et à tout le peuple mexicain en somme. Pour ce faire, on utilise comme tribune un balcon de l'immeuble Chihuahua qui borde la place. Avec le climat qui est plutôt tendu cette année-là, les forces armées mexicaines, elles sont présentes en nombre autour de la place pour contrôler la manifestation. Et quand je parle de forces armées, je parle de forces vraiment lourdement armées. Genre avec des mitraillettes montées sur des tanks, des hélicoptères, rien que ça. Mais bon, l'événement il se déroule plutôt bien, sans frasque, du moins dans un premier temps. Cependant, alors que les discours touchent à leur fin, à 18h15, il y a 3 feux éclairants verts qui sont envoyés dans le ciel. En fait, c'est un signal pour les policiers du bataillon Olympia, des policiers qui ont été à la base mandatés pour assurer la sécurité des JO et qui sont habillés en civil, c'est un signal pour eux pour lancer l'assaut. Ils se lancent à l'attaque du bâtiment que les étudiants utilisent, parviennent jusqu'au balcon qui fait office de tribune et abattent la personne qui parle. Une fois que c'est fait, ils commencent à mitrailler les manifestants qui sont à leurs pieds et ils sont vite rejoints par les militaires qui entourent la place, qui eux aussi se mettent à tirer sur la foule. Les militants essaient de fuir bien sûr, mais les sorties de la place sont bloquées par l'armée. Les étudiants sont donc pris au piège. Pendant plus de 2 heures, les tirs vont continuer sur la place des Trois Cultures, alors que la foule est, elle, désarmée, on le rappelle. Puis ce n'est pas fini, pendant toute la nuit, la chasse va continuer. Les étudiants essayent de se réfugier dans les immeubles autour de la place, mais ils sont pourchassés, et ceux qui se font attraper sont amenés dans les sous-sols pour se faire exécuter. Seuls les militaires, les policiers et les membres du bataillon Olympia étaient armés, et ils tiraient d'un côté à l'autre de la place des Trois Cultures. De notre position, nous pouvions clairement voir les éclairs de tir s'écraser sur la place. Nous étions confrontés à un spectacle macabre. Nous ne pouvions pas y croire. Nous ne pouvions pas accepter que tant de personnes aient été tuées d'une manière aussi ignoble et lâche. Le grondement des balles, les cris des soldats, les hurlements de peur et de terreur que l'on entendait n'ont cessé de s'amplifier pendant longtemps. Je pense que nous sommes devenus à moitié sourds à cause de tout ce bruit. Des témoignages comme celui-ci qui se remémorent la terrible nuit du 2 octobre, il y en a des dizaines. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver dans l'excellent ouvrage d'Elena Poniatowska, La nuit de Tlatelolco, histoire orale d'un massacre de l'État, dans lequel l'autrice reconstitue les événements de 1968 à travers les dires et témoignages de différents acteurs impliqués.
Si vous souhaitez aussi vous faire une représentation un peu plus visuelle, plus précise de ce massacre, parce que, désolé, à l'oral, c'est pas évident à retranscrire l'horreur que ça a dû être à Tlatelolco, vous pouvez trouver sur YouTube des images de la nuit du 2 octobre. Alors elles sont pas trop explicites si jamais, on peut les regarder, mais ça montre bien l'agitation de la foule, la folie qu'a dû être cet événement. Enfin, il y a aussi un film sorti en 89 sur le massacre de Tlatelolco, Rojo Amanecer, l'Aube Rouge, qui retrace la soirée d'une famille qui vit à côté de la place et qui va cacher des étudiants chez elle. C'est aussi disponible sur YouTube, mais seulement en espagnol malheureusement. J'ai moi-même fait l'expérience sans parler la langue, même si j'ai un bel accent. On comprend l'idée générale, clairement pas tout, mais ça vaut peut-être la peine de jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je vous mets toutes les infos sur mon Instagram, @sportivementvotepodcast, pour retrouver ces documents. D'ailleurs, n'hésitez pas, si cet épisode vous plaît et que vous voulez pas rater le prochain, ou alors si vous avez des questions, des commentaires, allez y faire un tour et à vous abonner. Au lendemain du massacre, la place est calme, nettoyée. On pourrait croire qu'il n'y a rien qui s'est passé cette nuit-là. Les corps, ils ont été soigneusement évacués. Et ça pose la question du bilan. S'il n'y a pas de corps, comment compter les morts ? Alors pas de soucis, vous en faites pas, on peut compter sur les autorités politiques mexicaines qui ont compté à notre place. Parfait, top. Dans sa version officielle, le 3 octobre, le gouvernement mexicain annonce 4 morts et 20 blessés. Alors que la foule s'est fait arroser de balles pendant 2 heures. Évidemment, cette version, elle est totalement erronée. Son but, c'est de minimiser le meurtre de masse qu'a commis l'État. Mais alors combien ? Certains journaux disent 20 morts, d'autres 35, 100, 200, 500 blessés. Combien de personnes ont été arrêtées, combien de personnes ont été disparues, c'est difficile à dire, on sait pas vraiment. Mais pourquoi c'est si dur à évaluer ? Déjà, comme on l'a dit, on peut pas simplement compter les corps, parce qu'ils ont été évacués. Et l'endroit où ceux-ci auraient été peut-être enterrés par l'armée n'a jamais été retrouvé. Aussi, les familles des étudiants qui ont disparu, elles signalent pas toute la disparition. Dans l'éventualité où le manifestant serait encore vivant et qui reviendrait, avouer qu'il faisait partie des militants, ça pourrait lui causer des graves problèmes. Enfin, il y a aussi beaucoup d'étudiants, pour ces mêmes raisons, par peur du gouvernement, qui sont jamais rentrés chez eux, mais qui sont partis rejoindre des guérillas ailleurs dans le pays. C'est donc vraiment difficile de savoir lesquels sont morts, lesquels sont partis. Selon les estimations les plus sérieuses, il y aurait eu un peu plus de 300 morts sur la place des Trois Cultures, et près d'1 millier de blessés et au moins autant d'arrestations. Ce massacre de Tlatelolco et ce bilan tragique, ça aura pour effet de dissoudre totalement les mouvements rebelles et de faire taire les contestations étudiantes. Autant dans certains cas, les victimes peuvent servir de martyrs et motiver les autres pour poursuivre leur combat, autant ce sera pas le cas ici. Il y a beaucoup de leaders du mouvement qui ont été assassinés, emprisonnés et torturés certainement. On estime à environ 90% la proportion des délégués du comité de grève qui est hors jeu, ce qui complique la coordination des révoltes par la suite. Surtout, il faut l'admettre, les étudiants ont compris que le gouvernement rigolait vraiment pas et qu'il était prêt à tout pour les arrêter. À mesure que la peur s'installe, les contestations, elles s'essoufflent gentiment. Le massacre de Tlatelolco, le 2 octobre 1968, aura eu raison des idéaux révolutionnaires de la jeunesse mexicaine. Vous avez entendu l'accord, il est temps de revenir sur quelque chose d'un peu plus léger, avec une courte rubrique musicale. Et dans celle d'aujourd'hui, on va revenir brièvement sur une musique qui compose la playlist en lien avec l'épisode. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà écoutée, c'est pas obligatoire, mais elle est en description de l'épisode si jamais, avec d'autres musiques plutôt sympas. Il s'agit donc du morceau Tlatelolco 68, ou Tlatelolco 68, un truc comme ça, du groupe de rock mexicain Banda Bostik. Alors cette musique, elle nous intéresse particulièrement dans cet épisode parce qu'elle revient sur le massacre du 2 octobre déjà, on reparlera des paroles juste après, mais aussi tout simplement parce qu'il s'agit de rock'n'roll. Et le rock au Mexique, c'est important car c'est le genre musical de la contestation, notamment dans les années 60 et 70. Face au gouvernement conservateur et traditionnaliste, ce genre musical qui valorise parfois le sexe, la drogue, les insultes, construit un peu l'identité d'une jeunesse qui proteste. Au début des années 70, il y a d'ailleurs un énorme festival de rock qui est organisé, de manière spontanée au Mexique, le festival Davarando, qui sera surnommé le Woodstock mexicain. C'est 200 000 jeunes qui se rassemblent et qui fêtent sur cette musique rebelle. Le gouvernement mexicain, qui a peur que de nouvelles ambitions révolutionnaires naissent, va du coup prendre des mesures assez drastiques, soit interdire le rock qui ne passe plus à la radio et est banni des salles de concert. Même si la chanson Tlatelolco 68 paraît bien plus tard, on sent quand même le style contestataire qui est propre au rock mexicain. Et surtout, les lyrics du groupe Banda Bostik sont aussi assez contestataires vu qu'ils dénoncent directement la violence du gouvernement la nuit du 2 octobre 1968. Un massacre, c'est ce qui s'est passé à Tlatelolco. Des hommes et des femmes que le gouvernement a tués. Ils ont tué les illusions et les espoirs de l'humanité.
Ils savaient lire et écrire et réclamer la justice, ils se sont battus pour un idéal, mais le gouvernement a toujours été injuste. Pour avoir protesté, il les a fait assassiner. Alors excusez-moi de ne pas l'avoir fait en chantant, j'ai pas les droits et surtout pas les capacités, mais j'espère que vous aurez quand même pu comprendre à travers ces paroles que cette chanson c'est un moyen de rendre hommage à ces étudiants qui se sont battus pour leurs idées au péril de leur vie, de s'en souvenir alors que le monde, on le verra, tend à les oublier. On le rappelle, environ 300 manifestants sans défense, abattus par les forces de l'ordre sur la place des Trois Cultures à Mexico, la nuit la plus sombre de l'histoire contemporaine du Mexique, qui a définitivement mis un terme aux contestations étudiantes. Et c'est dans ce contexte qui est pour le moins tragique, pas vraiment joyeux, que vont se dérouler les 19e Jeux Olympiques d'été, 10 jours après le massacre. Maintenant qu'on connaît l'histoire, on peut se poser une question importante. À quel point est-ce que l'organisation des Jeux a poussé le gouvernement mexicain à anéantir les contestations, à commettre le pire ? Pour répondre, il faut revenir quelques années en arrière, en 63. Lors de sa 60e session, le CIO attribue les Jeux à Mexico au premier tour, ce qui est assez peu commun. La capitale mexicaine, elle bat haut la main des villes comme Lyon et Détroit qui font partie de 2 pays de l'OTAN. C'est une victoire un peu surprise, mais qui s'explique par le climat tendu entre les blocs de l'Ouest et de l'Est au début des années 60, alors que le mur de Berlin vient d'être construit par exemple. Du coup, au moment de voter, les pays de l'Est qui sont représentés au CIO, ils votent pour Mexico, qui fait pas vraiment partie du bloc de l'Ouest. En Occident, on partage nos voix entre Lyon et Détroit. Certains votent même pour Mexico, vu qu'on l'a dit, c'est un pays qui économiquement va plutôt bien et va dans le sens d'une économie capitaliste. Et puis côté politique, y a pas tout le monde qui est expert du système mexicain. De l'extérieur, on dirait juste que c'est une démocratie qui semble plutôt stable, du coup on se dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que, pour la première fois, les JO sont attribués à un pays dit émergent. Et quelle responsabilité! Accueillir le monde chez soi, être à la hauteur des attentes. Quand Díaz Ordaz arrive à la présidence en 64, il hérite de ce qu'il voit dans un premier temps comme un cadeau empoisonné en quelque sorte. Au début, même les Mexicains y doutent de leur propre capacité à organiser un tel événement. Puis, plus on se rapproche de 68, plus on commence à se dire pour le gouvernement que c'est possible, et que les Jeux pourraient être, au final, une superbe tribune pour le pays. Tout d'abord, c'est l'occasion de fêter la riche culture mexicaine, s'éloigner un peu des stéréotypes qu'on s'en fait à l'étranger. C'est pourquoi on met en place une Olympiade culturelle en parallèle du sport, ce sera d'ailleurs la seule fois que ça arrivera dans l'histoire des Jeux Olympiques. Surtout, avec ces Jeux, le Mexique a l'opportunité de montrer au monde ses capacités, pour peut-être enfin être accepté comme un pays qui compte à l'international, ne plus être un pays dit émergent, comme je l'ai dit, mais devenir un pays développé. Enfin, avec cette Olympiade, le Mexique compte réaffirmer son statut de pays neutre, qu'il avait proclamé en 1930, en s'érigeant comme un lieu de paix durant la guerre froide. C'est pourquoi la colombe est choisie comme emblème de l'Olympiade. En bref, ces Jeux devraient faire rayonner le Mexique. Mais voilà, les mouvements étudiants, ils jouent les oiseaux de mauvais augure et menacent la colombe olympique. Pourtant, c'était pas forcément leur but premier aux étudiants. C'est-à-dire, on a beaucoup dit que nous sommes contre les Jeux Olympiques. Ce n'est pas vrai du tout. Je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont intéressés dans les Jeux Olympiques. Seulement que notre mouvement n'est pas essentiellement préoccupé pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, nous ne sommes pas contre, nous ne voulons faire rien contre les Jeux Olympiques. Uniquement, ce qui nous intéresse sont des autres choses qui pour nous sont plus sérieuses, que c'est la vie politique du pays même. Non? Comme le dit cet étudiant, ils sont pas fondamentalement contre les Jeux, mais ils se battent pour des problèmes plus importants. Cependant, on peut imaginer que l'accueil du mouvement olympique à Mexico, ça a sans doute un peu influencé leur lutte. Premièrement, le fait que l'État utilise de l'argent pour financer ces Jeux, ça n'a pas plu à tout le monde. On se dit qu'il aurait peut-être pu l'utiliser pour faire autre chose, et c'était une source de contestation supplémentaire pour certains. Deuxièmement, la venue des JO, c'était un moyen pour les étudiants de mettre une certaine pression sur l'État. En gros, si vous changez rien au système, nous on continuera à manifester, et le monde entier verra l'injustice et la violence du système politique mexicain. Sauf que, Díaz Ordaz, on le sait, il a choisi une autre issue. Il a rien changé, et il a mis fin aux contestations par une violence inimaginable. Alors là aussi, on peut se demander si les Jeux, ils ont eu une influence sur l'action du gouvernement mexicain, cette action répressive. Et la réponse, c'est clairement oui. On l'a dit plus tôt, le gouvernement, il compte beaucoup sur ces Jeux pour se faire une place dans les relations internationales. Díaz Ordaz le dit lui-même, « Nous ne pouvons pas nous permettre d'être critiqués alors que le monde nous regarde ». C'était l'extrait qu'on a écouté en introduction. Si les manifestations elles continuent, les JO pourraient tourner à la catastrophe et le Mexique pourrait être vu comme un pays incapable de gérer un tel événement, donc ne jamais atteindre le statut qu'il ambitionne d'atteindre avec ces Jeux. D'ailleurs, au long de l'année 68, beaucoup s'interrogent sur la capacité de Mexico à accueillir les Jeux,
mais l'occasion elle est trop belle pour le gouvernement, la fin justifie les moyens. On peut donc estimer que même si les affrontements de l'année 68 auraient sûrement tourné au vinaigre à un moment ou à un autre, le fait que Mexico accueille les Jeux dès le 12 octobre a sans doute accéléré les décisions de Díaz Ordaz et de son gouvernement, et ça a accentué l'intensité de la répression. Enfin, il faut aussi noter que l'envoi d'armes par d'autres pays au Mexique pour assurer la sécurité des Jeux, et la formation de certains groupes de sécurité particuliers, ça a rendu le massacre plus simple logistiquement, notamment avec le bataillon Olympia dont on a parlé, qui a participé au massacre, qui était à la base formé justement pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Donc voilà ce qu'il en est de l'influence des Jeux Olympiques sur le massacre. Maintenant on va observer l'inverse, quelle influence a eu le massacre sur les Jeux. En effet, vu que la cérémonie d'ouverture, elle devait avoir lieu 10 jours plus tard, c'est pas possible, on se dit sûrement que ces jeux ont été annulés ou alors qu'ils ont dû être très spéciaux, dans une terrible ambiance après une telle catastrophe. Eh ben, pas vraiment en fait. Déjà, pas question d'annuler. Pour le Mexique, c'est logique, vu qu'ils ont des intérêts à les organiser, on en a parlé. Pour le comité international olympique, le CIO, on les connaît ces zozos, on est sur un schéma classique. Évidemment, c'est très triste, mais ce qui sera encore plus triste, c'est d'annuler le merveilleux événement que sont les Jeux Olympiques. Évidemment, donc, le CIO a aussi de gros intérêts à ce que les Jeux aient lieu, c'est pourquoi il minimise un peu cette querelle entre étudiants et gouvernement et appuie bien sur le pacifisme propre aux valeurs olympiques. The Games must go on. Les Jeux doivent continuer. Alors c'est pas la devise olympique, même si ça le pourrait presque, c'est le titre de notre épisode par contre, et c'est surtout le titre de la biographie d'Avery Brundage, qui était le président du CIO en 1968. Si on regarde maintenant à l'international, on peut se dire que les autres pays ont sûrement dû s'offusquer après le massacre du 2 octobre, et qu'ils ont renoncé à participer aux Jeux, mais c'est pas du tout le cas. Alors il faut dire que l'événement a été clairement minimisé, grâce ou à cause des médias et de la propagande médiatique du gouvernement. Dans les médias mexicains, puis ensuite dans ceux du monde, en fait c'est les étudiants qui portent le chapeau. Ils auraient manifesté violemment et attaqué l'armée, qui a été obligée de les contenir et de se défendre. Dans un article du quotidien mexicain El Universal, le lendemain de la tragédie, le 3 octobre, on titre « Tlatelolco, champ de bataille. Pendant plusieurs heures, terroristes et soldats se sont livrés une rude bataille. » Et là, on voit vraiment l'importance des mots. Le terme terroriste définit clairement les manifestants comme les méchants, et les soldats, eux, comme des gentils défenseurs de la liberté. Ce qui est un pur massacre est vu comme une bataille légitime à l'étranger. On ne voit pas de quoi en faire tout un plat. En plus, dans beaucoup de pays du bloc occidental, on se méfie dans ces années-là du communisme et des mouvements révolutionnaires. On voit donc plutôt d'un bon œil l'anéantissement des contestations au Mexique. Donc pas de raison de ne pas aller participer à cette magnifique fête que vont être les Jeux Olympiques de Mexico. Eh bien, on peut le dire maintenant, les 19e Jeux Olympiques sont ouverts. Et le drapeau olympique va maintenant monter au mât. Du coup, on retrouve le président Díaz Ordaz tout sourire durant la cérémonie d'ouverture qui déclare la 19e Olympiade ouverte. Et pour cause, ces Jeux Olympiques ils vont plutôt bien se dérouler. Du moins, il n'y aura pas de problèmes majeurs qui vont remettre en question le gouvernement mexicain. On peut juste citer quelques participants de l'Olympiade culturelle qui boycottent, offusqués par les événements, mais ça reste vraiment anecdotique. Ces Jeux, ça va même être une telle réussite qu'on se dira que c'est une des meilleures éditions olympiques jusque-là. Premièrement, en termes de statistiques, il n'y a jamais eu autant de pays qui ont participé, 112, ni autant d'athlètes, près de 6000, ce qui fait de Mexico les plus grands Jeux de l'histoire à l'époque. Ensuite, techniquement, la 19e Olympiade, ça marque une nouvelle ère. C'est la première fois que des Jeux d'été sont diffusés en couleur, le monde entier peut apprécier l'esthétique colorée de l'événement. C'est aussi la première fois que toutes les épreuves sont chronométrées de manière électronique, ce qui est une belle avancée pour le sport. Côté sportif aussi, vu que c'est l'important, ça se passe plutôt bien. Le stade olympique de Mexico sera le théâtre de beaucoup de records, ce qui rend l'édition vraiment marquante. Record du 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres masculins, sans parler des 8,90 mètres sautés par Bob Beamon à la longueur, ou de l'invention d'un nouveau style de saut en hauteur par Dick Fosbury. Sportivement, donc, en athlétisme du moins, c'est une édition merveilleuse. En fait, la capitale mexicaine, elle se situe à près de 2000 mètres d'altitude.
ce qui a fait beaucoup parler, on avait peur pour la santé des athlètes. Et l'altitude, ça amène deux choses. D'abord, on le sait, il y a moins d'oxygène, donc pour les efforts longs, c'est foutu. Le marathon, il est couru 8 minutes moins vite qu'à Tokyo 4 ans plus tôt par exemple. Par contre, à l'inverse, en altitude, la résistance de l'air est plus faible. Du coup, si on va à une haute vitesse, on est moins freiné. Ça explique que sur les distances courtes, il y a plein de records qui a été battus. On peut encore citer en vrac quelques autres réussites des Jeux de Mexico, comme une comptabilité bien équilibrée, notamment grâce aux droits télé, des bons résultats des athlètes mexicains qui apportent beaucoup d'engouement, les Mexicains gagnent 6 médailles, ce qui est un record à l'époque, ou encore l'allumage de la vasque olympique par une femme pour la première fois, Enriqueta Basilio. Les organisateurs et le gouvernement mexicain sont donc aux anges. Il y a peut-être qu'une seule ombre au tableau pour eux, c'est la politisation de ces Jeux par deux athlètes américains, Tommy Smith et John Carlos. Alors ce moment, vous en avez déjà sûrement entendu parler, et il mériterait un épisode entier, mais en gros, c'est deux sprinteurs, médaillés d'or et de bronze du 200 mètres, qui se présentent sur le podium, la tête baissée, un poing ganté tendu vers le ciel, sans chaussures, durant l'hymne américain. Ce geste, c'est pour dénoncer les discriminations raciales aux États-Unis et partout dans le monde, et ça vaudra à Smith et Carlos un renvoi du village olympique et de la délégation américaine, sous prétexte que les Jeux doivent rester apolitiques. Alors j'entre pas plus dans les détails, on en reparlera sûrement, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ça l'image qui va rester de Mexico 68, le podium du 200 mètres masculin. Ça va tellement marquer les esprits que les événements du 2 octobre vont eux passer un peu aux oubliettes. En fait, les Jeux Olympiques, à travers cette contestation et à travers la réussite organisationnelle qu'ils ont été, ont mené à une certaine invisibilisation du massacre de Tlatelolco. Et que le massacre soit un peu oublié, ça réjouit évidemment le gouvernement mexicain et le PRI qui passent un peu entre les gouttes. En plus d'avoir mis fin aux contestations des étudiants, maintenant les autres puissances internationales ne condamnent même pas la répression mexicaine. Le pays et le parti se retrouvent un peu légitimés aux yeux du monde. Si bien que le PRI va encore dominer le pays jusqu'en l'an 2000, toujours avec la répression comme instrument de domination. Avec même un autre massacre, celui de Corpus Christi en 1971. Alors bien sûr, le fait que le PRI reste au pouvoir, ça va pas aider à la compréhension de ce qui s'est passé à Tlatelolco. Díaz Ordaz admet sa responsabilité dans l'action militaire sur la place des Trois Cultures, mais il affirme qu'il s'agissait de légitime défense face à des étudiants extrêmement violents. Ce qui, on le rappelle, ça colle absolument pas avec les nombreux témoignages. En 2000, Vicente Fox est élu président. C'est la première fois depuis 1929 qu'un autre parti arrive à la tête du pays. Il se donne comme objectif d'affronter les démons du passé et d'ouvrir un peu les tiroirs qui ont été fermés durant trop longtemps, mais finalement, mis sous pression par le PRI, il dévoilera jamais les informations liées au massacre de Tlatelolco, qui garde encore aujourd'hui certaines zones d'ombre. Il y a 10 jours, c'était les Jeux Olympiques. Et ouais, c'était le plus beau spectacle du monde. Toute la Terre a vu le Mexique, mon pays, et ses magnifiques couleurs. Mais personne n'a vu sa face cachée, sombre, ce que vit le peuple depuis des années. Tout le monde est reparti maintenant, et une chose est sûre, c'est qu'ils garderont les Jeux Olympiques dans leur mémoire. Mais qui se souviendra de nous ? Qui se souviendra de la terrible nuit de Tlatelolco ? Chers auditeurs, merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode sur les Jeux de Mexico et sur le massacre de Tlatelolco. J'espère que ça vous a plu et intéressé. N'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram, @sportivementvotepodcast. Vos critiques, questions, propositions de sujets sont aussi les bienvenus. Sinon, vous savez comment ça se passe, pour ne rien manquer et pour soutenir la chaîne qui a ses débuts, vous pouvez vous abonner et partager l'épisode à des amis qui pourraient être intéressés. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Sportivement vôtre, ciao.